Très bien, bonjour à tous et à toutes et bien bienvenue pour le webinaire qui porte sur l'identité trans et les troubles du spectre de l'autisme, démêler le vrai du faux. Alors la transidentité et les troubles du spectre de l'autisme représentent deux aspects importants de la diversité humaine, chacun apportant sa propre complexité et sa richesse à l'identité des individus. En fait, en France et puis un peu partout ailleurs, il existe de nombreuses idées reçues qui entourent ces deux réalités et des zones aussi d'intersection entre transidentité et troubles du spectre de l'autisme, où peuvent se poser des questions diagnostiques, mais aussi des questions d'accompagnement et de recherche qui sont cruciales. Les personnes trans sont des personnes qui présentent un décalage entre leur identité de genre et leur sexe enregistré à la naissance. Et ce sont des personnes qui peuvent également présenter un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, ce qui soulève des défis particuliers en termes de diagnostic, mais aussi de soutien, d'inclusion et d'accompagnement. Alors, il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'association de ces deux diagnostics et nos deux interlocuteurs du jour, en s'appuyant sur des données scientifiques et en s'appuyant sur les recommandations internationales, vont pouvoir nous donner des informations pour promouvoir la sensibilisation et le respect des droits et de la dignité des personnes. Alors, nos deux intervenants sont tout d'abord Guillaume Bonazzi, qui est praticien hospitalier, psychiatre au pôle hospitalo-universitaire autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale, et il est responsable de la consultation variance de genre et troubles du spectre de l'autisme, et il est auteur d'une méta-analyse qui porte sur l'association de ces conditions et qui devrait être bientôt publiée. Nous recevons également avec joie Ethan Berlier, qui est ingénieur business spécialisé en analyse de données pour les secteurs de la santé et de la défense, qui a donc reçu un diagnostic de TSA, de TDAH, qui serait également porteur d'un haut potentiel intellectuel et qui par ailleurs est marié et parent de deux jumeaux. Donc ils vont aborder ensemble un certain nombre de thématiques. Mais avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques mots sur le déroulement de ce webinaire. Donc, tout d'abord, vous allez assister à une présentation d'une trentaine de minutes environ de nos deux intervenants qui s'arrêteront aux alentours de 13h10. Alors, pendant ces présentations, merci de garder vos micros coupés pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur le chat qui se situe en bas de votre écran Zoom et on vous donnera successivement la parole ou on lira vos questions à la fin de l'échange entre Etam et Guillaume. Ce webinaire va être enregistré avec une rediffusion en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. Et ensuite, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne ou à consulter régulièrement notre site internet pour vous tenir au courant de notre actualité. Voilà, j'en ai fini et je laisse donc la parole à Ethan et à Guillaume pour 30 minutes d'échange. À tout à l'heure. Merci Caroline. Bonjour Ethan. Bonjour. On s'est peut-être j'ai introduit en disant que on s'est posé la question de comment faire cette intervention et que il nous paraissait intéressant de repartir de certaines phrases, certaines idées reçues qu'on avait pu entendre pour un petit peu discuter ensemble de ces idées-là et apporter un peu nos connaissances ou nos impressions sur ces idées reçues. Peut-être que je lance la première idée à laquelle on avait pensé. Donc c'est cette idée que toutes les personnes trans seraient autistes, une chose que j'ai déjà entendue, peut-être toi aussi. Et on voulait un peu discuter là-dessus pour débuter. Alors du coup, je vais commencer par relater un petit peu mon vécu.
Moi, j'ai 46 ans, donc je fais partie d'une génération où, en fait, dans l'enfance, l'autisme et enfin, les thématiques de l'autisme et de la transidentité n'étaient absolument pas, connues ni abordées. Donc, quelque part, mon vécu, existait avant même que les termes n'existent quelque part. Mon expérience relate, une découverte de la transidentité, aux alentours de entre 2 et 3 ans. Et mon autisme, lui, alors le fait que j'étais au potentiel a été détecté quand j'avais entre 1 an et 2 ans et j'ai eu un diagnostic tardif de TSA quand j'avais 33 ans. Donc, pour ce qui est de la transidentité, c'est venu bien après que je m'en suis occupé. Tout ça pour dire qu'en fait, cette corrélation qu'il peut y avoir ou cette, éventuelle, idée reçue comme quoi il y aurait une causalité, entre le fait d'être transgenre et porteur de TSA est à mon sens, alors il y a des corrélations, une causalité non. Elle c'est ce que je veux dire par là, c'est que ça existait bien avant en fait qu'on en parle. Sauf que Mmh. maintenant on met des mots sur ces choses-là et on a l'impression qu'en fait on en fait tout un pataquès en disant qu'on influence les gens, non, ça existait bien Oui. avant. Pour toi, Voilà. c'était ta réalité avant que Ah oui, ça ah ouais, concerne la médecine, en fait, et les ouais. chercheurs. C'est Alors, moi, exactement ça et c'est la réalité de beaucoup de gens que je connais qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, et qui ont découvert en fait toutes ces thématiques, bien après en fait, qu'ils aient l'âge de le découvrir d'un point de vue médical. Par contre, ils l'ont vécu dans la grosse souffrance mmh, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de le détecter en fait le plus tôt possible pour justement court-circuiter toute cette notion d'errance médicale et de souffrance inhérente au fait qu'on ne puisse pas mettre des mots sur les choses. ouais, Maintenant qu'on a des mots, bah, on essaye de les plaquer sur des gens et en fait, c'est pas du tout le cas, en fait. Les ouais. personnes viennent avec cette thématique au fond d'elles-mêmes et en fait, elles revendiquent simplement leur appartenance et l'envie de 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 d'avoir comment dire? La légitimité, en fait, d'exister, et de faire un parcours qui soit personnalisé. Ouais. Moi, c'est une question qui est venue lors de ma pratique courante. En fait, moi, je travaille dans l'autisme. À la base, je travaille sur le pôle Ovinati qui accueille les personnes avec troubles du neurodéveloppement. Et c'est la clinique qui m'a apporté cette question puisque plusieurs personnes dans ma patientèle, plusieurs personnes que je rencontrais qui étaient porteurs de TSA étaient concernées aussi par la transidentité. Donc ça m'a interrogé, je me suis dit tiens, c'est un endroit où je rencontre plus de personnes trans que dans d'autres lieux et du coup, j'ai commencé à m'interroger sur si j'étais le seul qui avait cette impression-là ou pas. J'allais regarder dans la littérature et puis en fait non, j'étais pas le seul, il y a plusieurs personnes qui s'étaient posé la question avant moi bien sûr. Alors dans la littérature des personnes qui sont en santé trans, ils se sont posé la question un petit peu avant nous. Ils sont allés regarder chez les personnes qui sollicitaient des soins de la filière transidentité si ces personnes-là présentaient des atypies. Et plusieurs études dans cette littérature-là retrouvaient effectivement que chez les personnes en situation de transidentité, on retrouvait plus de signifiants de signes d'autisme et plus de diagnostics formels d'autisme chez ces personnes-là avec en situation de transidentité. Les études sont quand même peu nombreuses. Il y a une méta-analyse qui était intéressante de 2022 qui retrouvait jusqu'à des chiffres jusqu'à 10-11% des personnes qui sollicitent des soins des filières transidentité qui présentent des signifiants autistiques. Cela dit, l'inverse, c'est-à-dire finalement si on s'intéresse aux personnes qui ont un TSA, euh, combien sont concernées par la transidentité, ça, c'était beaucoup moins fait, c'était beaucoup moins étudié. Et on n'avait pas de chiffres exacts, d'autant plus que quand on parle de voilà de symptômes d'autisme, de signes d'autisme, enfin, les termes sont sont nombreux. C'était jamais vraiment des diagnostics formels, donc c'était difficile de vraiment se situer. Nous, on a souhaité avec ma collègue Elodie Perrou faire cette étude-là, et, essayer de s'appuyer sur un chiffre. Chez les personnes avec autisme, combien sont concernées par une transidentité. Et on a fait une méta-analyse de 2013 jusqu'à aujourd'hui, une revue de littérature qui a inclus 24 articles et une méta-analyse sur 14 qui donnait des chiffres, des datas, on va dire des données chiffrées.
Et on a pu sortir une prévalence qui serait d'environ 7,37%. Donc ça voudrait dire, si je résume, que chez des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme bien diagnostiqué, donc formellement identifié, on doit se situer autour des 7,37% de personnes qui sont concernées par une variance de genre. On a fait ce choix aussi d'interroger la variance de genre au sens large, pour ne pas se restreindre à des diagnostics, des nosographies actuelles de dysphorie de genre, incongruence de genre, qui sont des diagnostics médicaux. Mais on a souhaité vraiment explorer de manière plus large les personnes qui s'interrogent sur leur identité de genre et qui sentent que leur identité de genre, leur perception de leur identité de genre n'est pas en adéquation avec le sexe qui est enregistré à la naissance. Donc, en prenant ces définitions-là, un TSA bien diagnostiqué et une variance de genre au sens large, on arrive dans ces chiffres-là. Ce qui est plus important qu'en population générale, où on va se situer plus. Alors là encore, les études sont très diverses, très larges selon les définitions, mais on n'arrive jamais au-dessus des 4% et on est plutôt autour des 1% dans les études les plus récentes avec les définitions les plus larges. Donc, ce qui fait quand même une sacrée différence. Donc oui, il semble y avoir plus de personnes en situation de transidentité chez les personnes avec TSA. Et oui, il semble y avoir plus de personnes avec TSA chez les personnes en situation de transidentité. Cela dit, ça concerne pas tout le monde et chaque réalité est différente. On s'était dit aussi qu'on pourrait aborder la question spécifique des enfants, parce que c'est celle qui, en ce moment, a le plus de, on va dire, qui questionne le plus. L'idée que, justement, chez les personnes qui ont un TSA, qui sont en situation d'autisme, ils seraient pas moins en mesure de comprendre, qu'ils exprimeraient moins bien leur identité de genre, et donc du coup, que l'idée qu'ils soient trans, c'est peut-être pas vraiment le cas, ou en tout cas qu'il faudrait retarder, prendre plus de temps, ou voire interdire les parcours de transition chez les mineurs. Alors pour ma part, pour revenir sur la thématique, lorsque j'étais enfant, on ne se posait pas la question de: «Est-ce que je suis trans?» Est-ce que les parents ne se posaient même pas la question puisque ce terme n'existait même pas. Néanmoins, je me suis identifié comme garçon, en fait, dès l'âge de 2 3 ans. Ça m'est pas venu de la télé, ça m'est pas venu d'une influence extérieure, ça m'est venu de l'intérieur de moi-même. C'était vraiment intrinsèquement lié à ma propre pensée, à mon autodétermination, autant qu'on pourrait la nommer ainsi à cet âge-là. Hem, je pense qu'en fait, c'est assez dangereux, ça peut mener à des dérives, en fait, que de ne pas écouter un enfant, qui s'identifie dans un autre genre ou dans un entre-deux, en fait, ou qui ne se donne pas de genre du tout. C'est-à-dire qui ne se reconnaît ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin, mais dans un genre, on va dire un peu neutre. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est un ressenti, qui peut en juger déjà? Ce ressenti, quand il intervient dans la plus jeune enfance, elle n'est pas bercée par des illusions, elle n'est pas bercée par une expérience, elle n'est pas bercée par une littérature, elle n'est pas influencée par ce qu'elle voit à la télé ou je ne sais quoi. Donc elle est quelque part un peu plus pure qu'on pourrait l'imaginer, en fait. Et dans cette configuration, je pense qu'il est assez important, en fait, de ne pas le prendre comme quelque chose, de l'ordre d'une mode telle qu'on l'envisage aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de mode en réalité, surtout à cet âge-là et que, il faut le prendre au sérieux au même titre qu'un enfant va dire, «Ben, moi je préfère les garçons quand il est un garçon» ou qu'il va dire: «Je préfère les filles parce qu'il est une fille» ou «Je préférerais jouer au Lego alors que c'est une fille» et vice versa pour autre chose. Les poupées par exemple, parce que, si aujourd'hui on essaye de dégenrer, les jouets, les vêtements et cetera, c'est justement quelque part pour donner, l'idée que tous les enfants ont une certaine forme d'égalité de choix. Cette égalité de choix, elle doit aussi s'étendre au genre. Parce que le genre, c'est quelque chose qu'on nous attribue à la naissance. «Félicitations, c'est un garçon, comment vous allez l'appeler?» Mais en fait, l'enfant n'a rien demandé. Et s'il avait le choix, peut-être qu'il aurait dit les choses autrement. Donc, je pense Et que voilà, il faut le laisser quelque part, choisir comment s'habiller, choisir son pronom, éventuellement choisir son prénom, si ça lui convient.
Et qu'est-ce que tu Est-ce en que tu penses, as la toi, demande? de cette idée que, étant donné que l'enfant est porteur d'un TSA, il serait moins en capacité de connaître son identité de genre. Quelle est ton expérience, toi, là-dessus? Est-ce que le fait d'être porteur d'autisme t'as compliqué la lecture de ton identité de genre ou la perception de ton identité de genre? Qu'est-ce que tu penses? Alors déjà, j'ai appris donc mon autisme tardivement, ce qui fait que je n'étais pas influencé par l'idée d'être autiste. Donc en fait, le souvenir que j'en ai, il est très précis et il a jamais changé, il est resté égal, jusqu'à ce jour. C'est que les personnes que j'avais en face de moi étaient des personnes. C'était pas des garçons, des filles. Pour moi, c'était des personnes. Et en plus, je marquais absolument aucun intérêt pour le fait qu'ils étaient des filles ou des garçons. De cette façon, j'étais attiré par l'un ou par l'autre indifféremment, en fait. Ce Mmh. qui fait que mon propre genre, c'est pas quelque chose qui a été de l'ordre d'un effet miroir où je me suis dit: «Tiens, je suis plus un garçon» ou «Tiens, je suis plus une fille». Non, c'est vraiment que quand j'ai découvert qu'en fait, j'avais un corps de fille, c'était bizarre parce que c'est comme ne pas se reconnaître dans un miroir en réalité. Donc c'est pas le fait d'être autiste ou quoi en fait qui fait que, ça m'a empêché de m'identifier dans un genre puisqu'en fait, c'est absolument pour moi décorrélé. Mmh. L'autisme pour moi avait plutôt une influence sur mes interactions sociales, ma communication avec les autres, la façon de voir le monde. Pour moi, j'ai une vision plus, on va dire, universelle des choses, hem et donc des gens. Forcément, si bien que ma capacité, à me reconnaître dans un genre était aussi, empreinte de cette forme de reconnaissance du monde. C'est-à-dire que mon monde intérieur était aussi universel. C'est-à-dire qu'il était ni garçon ni fille, mais il avait quand même une petite empreinte masculine parce que j'avais quand même cette tendance naturelle à être garçon manqué, à être porté par des jeux, de type, masculin. Donc c'est un petit peu quelque part comme ça que les gens m'identifiaient. J'ai été le garçon manqué. Quand je me suis coupé mes superbes cheveux bouclés, à la Shirley Temple pour ceux qui connaissent, tout de suite ça a été un choc pour mon entourage. Mais parce que moi je me reconnaissais en fait comme ça. Oui Mmh. d'accord, j'avais de très jolis cheveux, j'étais joli, OK, mais c'était pas moi et Bah, mon c'est vrai que autisme n'a rien dit du tout, à voir avec ça, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on entend pas mal que voilà, il faudrait faire attention particulièrement avec les enfants TSA qui seraient en grande difficulté pour exprimer vraiment librement leur identité de genre ou on mettrait des erreurs finalement. Ça, c'est pas soutenu sur le plan de la littérature. Personne n'a pu démontrer qu'une personne avec TSA serait plus en difficulté pour, pour percevoir son identité de genre. Ce qui est certain, c'est que la définition de l'identité de genre, c'est un sentiment personnel et intime et du coup, Mmh. il paraît dans ce cadre, difficile de dire que, une personne est tort lorsqu'elle l'exprime, qu'elle soit autiste ou, neurotypique, étant donné qu'on part du principe que l'identité de genre perçue, c'est un sentiment intime et personnel et bien, il faut, les personnes avec TSA doivent être écoutées au même titre que les autres. Ce qui est certain, c'est qu'on est probablement, chez, ces enfants-là, des particularités dans la perception des normes de genre, des rôles sociaux de genre, qui peuvent, faire naître chez eux un sentiment, de non-appartenance, ou, de vraiment d'opposition à certains stéréotypes, à certaines normes de genre qui leur paraîtraient, plus imposées, et complètement illogiques en fait avec leur manière de fonctionner. Certains auteurs nous disent même que ce sentiment, enfin le fait d'être moins poreux, de moins adhérer aux normes sociales ferait qu'il serait plus simple pour elles, pour ces personnes justement, de dévoiler une identité de genre perçue plus lisse, plus propre, enfin plus librement qu'une personne neurotypique. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, quand tu disais que c'était assez pur pour toi et que c'était très clair dès le début. Effectivement, on peut imaginer que, si on est moins, on est moins soumis aux normes de genre, on est moins soumis aux règles sociales et ben, on arrive plus facilement à, vivre son identité de genre plus librement, jusqu'à ce qu'on se rende compte bien sûr
qu'on a des petits soucis avec les gens qui nous entourent et que ça a l'air de poser problème aux autres. Mais en tout cas, pour soi-même, c'est peut-être ça qui se joue. Alors nous, on a à cœur de pouvoir mieux comprendre comment elle se construit, cette identité de genre, et qu'est-ce qui peut être spécifique chez les personnes avec TSA. Donc on va lancer une étude qualitative auprès de personnes TSA concernées ou non par des situations de transidentité, pour essayer, voilà, d'un peu plus creuser cette thématique-là, tout simplement de la construction, de la perception et de la construction de l'identité de genre, à tous les âges, et faire ressortir un petit peu des thèmes intéressants qui semblent être clés dans cette construction de genre. En tout cas, pour ce qui est de l'accompagnement, dans les recommandations internationales, pour ce qui est de l'accompagnement des parcours de transidentité, il est fait mention que l'accompagnement des mineurs doit faire partie, des préoccupations des praticiens, et que, ils doivent accompagner, ces transitions dans le respect de la perception de genre des individus. Et il n'est pas mentionné faille faire différemment pour les personnes TSA qui sont, tout à fait capables de s'autodéterminer par elles-mêmes. La Il est mentionné en revanche que, pour les praticiens, qui voient des enfants et des adolescents, il est important et intéressant qu'ils soient formés ou en relation avec un professionnel formé aux troubles du neurodéveloppement. Et étant donné que, c'est des situations qui paraissent fréquentes, il est logique de pouvoir, interroger, ces situations, lorsqu'on rencontre une personne trans. Pas pour dire que ça devrait freiner ou ralentir ou im heu, voilà, empêcher un parcours de transition, mais au contraire pour mieux connaître la personne, mieux comprendre son fonctionnement et l'accompagner de manière plus juste. Et c'est d'autant plus difficile qu'on découvre ça sur le tard, que la médecine en tout cas détecte ça sur le tard ou que les familles le détectent sur le tard. Parce que les enfants qui grandissent, au départ, donc une thématique de problématique de genre, mais avec le l'apparition des caractères sexuels secondaires, donc de la puberté, en fait, la cette ces sentiments de non-appartenance au genre, risque en fait de mener à une dysphorie quelque part, d'autant plus grande qu'on se dit: «Mince, maintenant que le processus est engagé, comment je vais faire pour revenir en arrière?» Donc soit on a la possibilité de le bloquer et on a une famille aimante et des médecins compréhensifs et dans ces cas-là, on peut bloquer temporairement ou définitivement la puberté. Ou alors on se trouve dans une situation vraiment de détresse où ça peut vraiment mener à des situations de mal-être, de dépression, et puis parfois même à des actes inéluctables, de mutilation ou de suicide, en fait. Mmh. Voilà. On avait identifié une troisième thématique qui revenait souvent. C'était, cette idée que lors d'une transition de genre, on allait forcément, avoir une transition, chirurgicale ou une chirurgie, génitale pour, on va dire, compléter, sa transition. On peut parler un petit peu de ça, sachant que je tiens à signaler, on va pas parler de toutes les parcours de transition de genre. Nous, on va essayer de rester à notre sujet des transitions et du TSA, donc on va pas pouvoir tout balayer et aborder toutes les situations. On va essayer de cadrer sur le TSA. Toi, qu'est-ce que tu t'en penses de ça, de cette idée que transition, ça va forcément impliquer de la chirurgie? Alors, ça dépend en fait à quel stade c'est détecté. Lorsque c'est détecté à l'âge adulte, il est évident que, tout le parcours physique, morphologique, morphotypique est déjà amorcé. Une femme est formée, comme une femme et un homme est formé comme un homme. Et c'est très difficile en fait, quand on est un homme, de se débarrasser de ses poils, pour ne serait-ce que l'apparence, hein, c'est-à-dire au-delà de la chirurgie. Parce que ça, ce sont les premières étapes qui permettent en fait, de se conforter dans cette identité de genre. La question de la chirurgie vient plutôt, après, dans une seconde intention, ou dans le parcours d'une femme qui veut devenir un homme, en fait, ça se pose beaucoup plus rapidement parce qu'il y a cette problématique de poitrine, qui est déjà formée et qui parfois, même après une grossesse, formée, voire déformée ou avec une dimension qu'on ne peut pas masquer avec un binder ou avec, des subterfuges. Cette question de la chirurgie, en fait, de l'apparence vraiment physique
au sens global, donc ça veut dire que ça exclut la partie génitale, elle se pose vraiment, presque à coup sûr, à l'âge adulte. Elle est un peu peut-être moins claire, quand elle est détectée dans l'enfance, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces fameux bloqueurs, mais elle devient majoritaire et elle devient, prédominante, dans l'adolescence parce que justement on sent cette accélération de la formation du corps dans le genre dans lequel on n'a pas envie de se retrouver et là, en fait. Et toi, est-ce que tu dirais que tu t'es senti dans l'obligation d'avoir recours à certains gestes? Est-ce que tu t'es senti plutôt libre dans ce que tu voulais accomplir dans Alors ta transition? Comment t'as c'est vu? très complexe parce que comme je disais tout à l'heure, je fais partie de cette génération où à l'époque ça n'existait pas et ce qui fait que moi j'ai été, réglé, et puis, j'ai eu donc, voilà la puberté qui est arrivée à l'âge de 9 ans, donc une puberté vraiment, vraiment précoce et précoce donc ça veut dire vraiment très, comment dire? Pour moi ça a été mon monde qui s'effondrait en fait. Donc ça n'existait pas la chirurgie à l'époque, mais je faisais tout pour masquer. Je mettais des vêtements amples et cetera, voilà. C'était vraiment du masquage. Par contre, si la chirurgie avait existé à l'époque, il est clair que j'aurais fait ce qu'il faut, en tout cas pour ce qui est de la poitrine, bien plus tôt que je ne l'ai fait, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi pour Mmh. ma part. Parce que bon voilà, j'ai essayé quand même de entre guillemets «de me fondre» dans une espèce de magma, de la société où, bah, je me suis dit: «Bon, bah, puisqu'il y a rien à faire, je vais faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire des enfants et cetera» et puis j'ai vu mon corps, se déformer encore et encore et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais devenir?» et jusqu'à ce que je prenne cette fameuse décision en ayant des enfants et en étant marié, qu'il fallait que je le fasse, ne serait-ce que pour pouvoir continuer la seconde partie de ma vie, avec le sentiment d'être enfin aligné avec moi-même. Après pour ce qui est de la question génitale, de la chirurgie, génitale, elle appartient vraiment à chacun, en fait. Mmh. Hem, Ça dépend, en fait, si c'est pour soi qu'on le fait, pour les autres, pour les relations qu'on a avec les autres dans l'intimité. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes à des gens que je connais parce que, voilà, ils se disent, «Je me sens pas du tout en accord quand j'ai une relation sexuelle avec mon partenaire et il me manque quelque chose ou j'ai quelque chose en trop et je sais pas quoi en faire». Voilà, donc ça, là, dans cette partie-là, oui, la question se pose. Dans ma partie à moi, la question ne s'est pas posée pour des raisons personnelles, heu, mais je sais qu'elle se pose pour beaucoup de monde. On entend dans ton témoignage, en tout cas, que toi, c'était un sentiment et un besoin, quelque chose de l'ordre du personnel, c'est-à-dire que c'est toi qui avait ces envies-là. Et je retiens aussi que tu dis que ça dépend de chacun et qu'en fait, chacun peut avoir des besoins, des attentes différentes Bien vis-à-vis sûr, de ces parce qu'on propositions. peut très, très bien cohabiter avec ses organes génitaux, Mm. d'origine, parce qu'on n'a pas spécialement, on a juste besoin d'avoir une apparence extérieure dans ses vêtements Mm. qui donne l'apparence, du genre opposé et que ça pose pas de problème au quotidien et voilà, c'est une apparence sociale quelque part. Ouais, bah ça c'est exactement l'idée des recommandations actuelles du côté plutôt médical et scientifique, hein, c'est que à l'heure actuelle, ce vers quoi tendent les recommandations, c'est un accompagnement à la transition, on va dire à la carte, c'est-à-dire l'écoute d'abord des personnes et l'accompagnement vers la réalisation d'une transition sociale, médicale ou chirurgicale, selon les besoins, les attentes et les envies de la personne, en fonction de là où elle en est dans son parcours. On a eu pendant longtemps on va dire, voie, toute tracée de c'est d'abord social pendant tant d'années, puis après on a le droit de faire, de prendre des hormones et de faire une transition hormonale pendant tant d'années, puis on a le droit à la chirurgie pendant tant d'années, puis on a le droit de faire le changement à l'état civil. Cette logique comme ça que les choses se suivent et se succèdent, est terminée et maintenant, on est au plus près des demandes et des besoins des personnes et effectivement, de plus en plus, les demandes de transition concernent des demandes uniquement hormonales ou une combinaison hormonale et chirurgicale. En tout cas, les choses sont possibles et les options sont ouvertes. Pour ce qui est des personnes avec troubles du spectre de l'autisme,
là où cette donnée-là dans les recommandations nous intéresse particulièrement, c'est qu'on a remarqué dans la revue de littérature que les identités de genre dites non binaires, c'est-à-dire une personne qui ne se reconnaît pas dans un genre féminin ou masculin, mais qui se reconnaît soit ni dans l'un ni dans l'autre, ce qu'on appelle les La genres, les neutralité. personnes à genre ou de genre neutre, soit entre les deux, soit l'un et l'autre. Enfin, tout ce qui, en tout cas, ne rentre pas dans une définition binaire des normes de genre. Et ben, ces identités-là, non binaires, semblent effectivement plus présentes chez les personnes avec du spectre de l'autisme. Dans toutes les études qui répertoriaient les types de transidentité que rencontraient les personnes, les personnalités, les genres non binaires étaient en nombre plus important. On n'a pas pu chiffrer une différence entre les deux parce qu'il n'y a pas assez de données dans les études, mais en tout cas, elles étaient toujours plus présentes. Et ça amène effectivement les personnes à se diriger vers des praticiens de soins en santé trans et à avoir des demandes de transition et d'accompagnement à la transition qui sont pas habituelles, qui sont atypiques. Mmh. Remarquez que ça change pas bien d'habitude où les personnes avec TSA ont des demandes atypiques dans tous les domaines. Donc là, ça n'échappe pas à la règle. Mais en tout cas, effectivement, ces demandes-là étant plus atypiques, ça demande un effort supplémentaire, en tout cas une connaissance supplémentaire de la part des praticiens en santé trans. Ça demande de l'information, ça demande d'avoir potentiellement identifié un fonctionnement avec TSA en amont pour comprendre pourquoi ces demandes peuvent être atypiques, pour toujours pouvoir répondre au plus juste des besoins des personnes. À Euh, l'instar, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'instar, en fait, du fait qu'on fait partie d'un spectre de l'autisme, la pensée autistique fait aussi que le genre fait partie d'un spectre du genre. C'est-à-dire qu'on est dans un spectre, on est en mouvance en permanence, parce qu'on est influencé par, notre humeur du jour, on est influencé par pas mal de choses en fait, qui nous sont propres mais j'attire l'attention sur le fait que la notion d'atypie, dans la demande, elle existe aussi chez les personnes qui ne sont pas identifiées TSA, même si elles le sont peut-être potentiellement parce qu'elles n'ont pas été dans le parcours. Mais il y en a aussi qui sont tout à fait dans la norme, mais qui ont des demandes atypiques et il ne faut pas, réserver en fait cette atypie dans le choix de la chirurgie ou du parcours qu'aux personnes présentant des TSA. bien Parce sûr. que là où j'ai vu vraiment des dérives, c'est que des personnes en fait, qui voulaient par exemple se faire, retirer, de faire une chirurgie génitale, donc de transition de femme vers homme, donc avec une phalloplastie et cetera. On leur a obligés en fait à enlever leurs organes internes en leur disant: «Si vous faites le choix définitif d'aller dans l'autre sexe, vous ne pouvez pas cohabiter avec des organes internes féminins». Alors qu'en fait, ça n'a absolument aucune corrélation. Si on veut garder ses ovaires pour pouvoir procréer plus tard d'une façon ou d'une autre, heu, je veux dire, c'est un choix personnel. Mm, Et mm. en plus, garder un ovaire permet aussi d'éviter l'ostéoporose, tardive, qui peut arriver malgré tout. Donc pour moi, ça, c'est une mutilation forcée et c'est quelque part un peu comme les excisions qui ont été subies par les jeunes filles, une espèce de dérive et d'abus de position sociale en tant que médecin, de dire: «Si tu as choisi ça, il faut que tu fasses tout. Il faut que tout le reste parte, il faut que tout disparaisse». Bah, ça, c'est Sauf un qu'en peu fait, c'est une le, décision qui est vraiment arbitraire, faite par un médecin qui n'est pas du tout sous couvert de la science ni d'aucune étude et simplement parce qu'en fait, voilà, tu as bah oui, choisi, c'est l'héritage, tu assumes, tu vas jusqu'au bout, quoi. c'est Et ça, c'est l'héritage vraiment dont de la on est. violence. Ouais, c'est l'héritage dont on hérite, mais en tout cas, à l'heure actuelle, les dernières recommandations internationales, puisque les recommandations françaises de l'HAS datent de 2013, donc vous pensez bien que elles sont plus tellement applicables aux réalités actuelles, mais les dernières recommandations internationales de 2022 insistent bien sur ce point que de l'accompagnement aux transitions au plus près du besoin des personnes, que ce soit sur le plan hormonal, médical ou chirurgical, de pouvoir se rapprocher des attentes et des besoins des personnes. C'est la dernière petite chose qu'on a pu mettre aussi en évidence dans notre étude, c'est que les personnes avec un sexe enregistré fille à la naissance et TSA semblent plus concernées par les questions de transidentité
que les personnes avec un sexe enregistré masculin à la naissance. Et donc on n'a pas de réponse non plus. On questionne, on va essayer de comprendre pourquoi. Je pense qu'on va se situer lors du poids des normes sociales qui s'imposent aux personnes avec un sexe féminin, qui sont probablement plus lourdes ou alors plus illogiques ou plus importantes que l'inverse. Et en tout cas, on va essayer de questionner ça aussi pour comprendre pourquoi. Je pense qu'au-delà de ces thématiques purement identitaires, il y a énormément de phénomènes, sociétaux, professionnels, l'obligation de quand on est une femme d'avoir des enfants et que du coup la décision est à mon avis beaucoup plus radicale, heu, pour ne pas obéir aux stéréotypes, féminins, on se dirige davantage vers la stéréotypie masculine pour se débarrasser en fait de tout cet héritage, lourd Mmh, et notamment, tout ce qui va avec, son lot de comment dire? De harcèlement qu'on peut subir en tant que femme. mmh, Quand on se considère comme, masculin à l'intérieur, se faire draguer dans la rue, de façon outrancière et dégradante par un homme, ça donne pas franchement envie de rester dans le corps d'une femme, en fait, hein. bah, Ne pas être payé non plus à sa juste valeur et avoir l'obligation sociale de faire des enfants, c'est pareil, c'est très violent. Heu, je pense que c'est aussi lié à la société. Je pense que si on devait faire cette même étude ailleurs où il y a pas ce poids sociétal, peut-être que les résultats seraient différents. mmh, Alors merci à tous les 2. Malheureusement, on va devoir interrompre, cet, passionnant échange parce qu'il faut laisser un petit peu de place aux questions de nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent dans le chat? Ou est-ce que certaines personnes veulent prendre la parole pour échanger avec Ethan et avec Guilhem? Alors moi, j'avais peut-être une première question. C'est qu'on voit bien, vous écoutez tous les 2 toute la complexité, de la question de la variance de genre dans l'autisme avec, ça pousse finalement à une très grande, tolérance finalement puisque, comme tu le précisais Guilhem, hein, il y a aussi des atypicités dans la variance de genre dans l'autisme avec, effectivement beaucoup de garçons ou de filles qui ne se reconnaissent pas forcément dans l'un ou l'autre des sexes et puis avec vraiment une idée d'un spectre finalement là aussi. Alors moi j'avais peut-être une première question. Comment ça se passe chez les enfants? Parce qu'effectivement l'autisme c'est un TND, donc les choses commencent très tôt. Hem dans l'accompagnement de la transidentité. Ouais, voilà, dans le diagnostic de la variance de genre chez l'enfant, dans l'accompagnement de jeunes enfants autistes, comment est-ce que ça se repère? Quelles sont les particularités cliniques et l'accompagnement? Ouais. Alors aujourd'hui, il y a, que ce soit dans les recommandations ou dans ce que je connais des parcours d'accompagnement à la transidentité, plus sur la région, il y a pas de recommandations spécifiques qui prennent en compte le fait qu'une personne soit neuroatypique. C'est vrai que c'est des thématiques qui sont récentes et donc il n'y a pas spécifiquement, à part cette mention au fait que les praticiens en santé trans devraient être attentifs au neurodéveloppement et un éventuel trouble du neurodéveloppement et être formés à cette question-là et orientés vers un parcours diagnostique si nécessaire. Pour ce qui est de la transidentité, de l'accompagnement de la transidentité, il n'y a pas il faut faire plus comme ça ou moins comme ça ou pas ou plus ou moins. Il y a une personne, qu'elle soit neurotypique ou neuroatypique, devrait avoir accès au même accompagnement. Et aujourd'hui, chez l'enfant, il s'agit de pouvoir accompagner la famille, donc l'enfant et ses parents ou ses proches, dans l'expression de son genre, dans l'expression de ce qu'il a perçu de son genre, dans l'explication qu'il peut donner à la perception qu'il a de son genre et lui ouvrir un espace possible dans la perception, dans l'expression de son identité telle qu'il l'aperçoit. À partir de l'âge de la puberté, chez des enfants qui ont un sentiment fort d'appartenance à un genre différent de celui qui est enregistré à la naissance, il peut être proposé en accord avec les parents des bloqueurs de puberté qui donnent encore une fois, qui sont là pour faire gagner du temps de réflexion à l'enfant, de pouvoir s'expérimenter
en dehors du genre qui lui a été attribué, de pouvoir tester des choses, comprendre, grandir en maturité, pour voilà, pouvoir de plus en plus s'affirmer dans son genre, vécu. Et puis, l'âge avançant, il peut être proposé ensuite de faire une puberté. Alors soit finalement dans le genre qui lui a été attribué à la naissance, donc rester dans son genre, parce que ça lui convient et faire une puberté dans ce genre-là. Ou à l'inverse, proposer des hormones d'une cross puberté, c'est une cross hormone thérapie pour faire une puberté dans le genre, opposé. Et puis pour tout ce qui est, chirurgical, ça par contre, ça attend, la majorité, et il y a actuellement en France pas d'opération chirurgicale chez les enfants, avec une petite, question, actuelle sur, la mastectomie, donc l'opération du torse, les torsoplasties, heu, qui, pourrait peut-être s'ouvrir à partir de 16 ans. Mais ça, c'est en discussion, et c'est toujours soumis à l'accord parental, bien sûr. Alors une question de Nelly qui, demande s'il y a des associations, qui peuvent, soutenir les personnes, et les accompagner dans ce parcours, trans en étant, une personne TSA. Peut-être Ethan, tu Ethan? Pour ce qui est des associations, en fait, je ne connais absolument pas d'association qui accompagne à la fois la mixité TSA plus transidentité. Néanmoins, je connais, pour ce qui est de Grenoble, une association qui est portée par le planning familial et qui, accompagne les personnes dans le parcours de la transidentité et bien au-delà, en fait, des TSA. C'est-à-dire qu'en fait, ils accueillent toutes les personnes, de tous les horizons et parmi eux, il y a des personnes TSA qui viennent se renseigner, et en fait, si vous voulez, que l'on soit TSA ou pas, la question de la transidentité, elle se pose de la même façon pour tout le monde. Donc je pense qu'il est plutôt important, en fait, d'orienter les personnes vers l'association qui va leur répondre qui va répondre à leurs questions, soit d'un point de vue des TSA, parce que voilà, il y a une différentes problématiques liées au TSA et quand il y a une thématique de transidentité, aller plutôt vers les associations qui sont pro, en fait, transidentitaires, et qui, elles, en fait, accueillent absolument tout le monde et comme on l'a dit, précédemment, il y a énormément de TSA qui sont concernés, donc on les retrouve dans ces associations-là, en fait et elles deviennent, une fois qu'elles ont été conseillées, elles-mêmes conseillères, et puis elles parrainent, en fait, elles accompagnent aussi, les personnes, comme je le fais moi aussi de mon côté. Donc, au travers de ce webinaire, mais aussi au travers de mes échanges en privé. Donc, faut pas hésiter en fait à questionner les personnes directement. Nous, sur Lyon, il y a pareil, je pense pas qu'une association s'intéresse spécifiquement ou accueillerait spécifiquement les personnes concernées par les deux diversités. En revanche, le planning familial de Villeurbanne fait un gros effort pour l'accès aux soins de santé pour les personnes trans et les personnes neuroatypiques. Et puis, il y a un collectif qui s'appelle Divergente, qui fait pas mal d'événements, qui essaie d'informer et qui est aussi très, et qui s'intéresse à toutes les diversités et notamment les diversités de genre et les diversités, les neurodiversités. Et donc, il y a les choses se croisent, quoi, dans les 2 mondes associatifs. Est-ce qu'il y a Les d'autres choses questions dans le chat? Sinon, moi, j'avais une autre question, surtout dans l'entourage familial des personnes. Ce qui fait très peur, c'est la question du regret. Le regret d'être rentré dans un processus, de variance de genre, le regret, ça fait, en tout cas dans ce qu'on entend, ça fait très, très peur aux familles. Est-ce qu'il y a plus de regrets chez les personnes, autistes ou alors plutôt moins? Est-ce que la question du regret est quelque chose qui a été étudié dans cette population? Alors sur le plan de la littérature, il y a pas du tout d'études spécifiques sur la question, spécifiquement dans les populations avec TSA. Ça, c'est un chiffre qui existe pas du tout. Les chiffres qui existent sont ceux alors
selon à qui on s'adresse, les termes ne sont pas utilisés de la même manière, mais les chiffres de regret sont globaux, c'est-à-dire sur les personnes qui ont une transition et sont souvent sont facilement manipulables, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Oui, C'est-à-dire que facilement, on peut dire: «Bah, qu'est-ce qu'on appelle un regret? Est-ce que c'est je regrette tout ce parcours-là, en fait, je me suis trompé? Est-ce que c'est: «Ah bah, j'aurais pas fait cette opération-là spécifiquement, j'aurais fait autrement, j'aurais fait plus tard, plus tôt». C'est donc selon si on veut avoir des grands chiffres ou des petits chiffres, on peut vraiment, on peut c'est la littérature, c'est catastrophique. On a vraiment des écarts monstrueux et chacun utilise le chiffre qui l'intéresse. C'est une question très difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, regretter un geste chirurgical, regretter une transition hormonale, ça existe, bien sûr, comme tout parcours, en santé, comme tout parcours chirurgical, c'est des choses, c'est des réalités qui existent et que quand elles arrivent, sont assez terribles pour les personnes d'un point de vue, individuel puisque, bah, voilà, ça c'est un changement c'est une décision qu'on a prise à un moment donné qui ne nous convient plus et potentiellement des choses qui ne sont pas, dont on ne peut pas revenir en arrière en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde d'un point de vue un peu ça, c'est quand on regarde au point de vue individuel. Quand on regarde au point de vue, macro, c'est-à-dire si on prend un peu de recul et qu'on regarde toutes les situations de transidentité et le poids, et les bénéfices d'un accompagnement dans le sens d'un parcours de transition versus, ne pas accéder à ces demandes-là, le bénéfice-risque est très, très clairement en faveur d'un accompagnement, ouvert à l'expression de genre et à la transidentité. Il y a ça pour le coup, c'est vraiment, quelque chose qui n'est pas discutable. Si on regarde, l'ensemble des situations de transidentité, les taux de regret qui sont, très, on va dire très néfastes sont minimes en fait, en réalité par rapport, à la masse. donc Mais ça, ça je crois que c'est n'empêche important. Oui. Ouais, mais ça n'empêche que du coup, oui, ça existe et que quand on va interroger ces situations-là où des personnes regrettent des gestes chirurgicaux ou regrettent des prises hormonales, et ben, c'est terrible pour les personnes. Ça, c'est une réalité. Mais, dans le nombre, nous, quand on travaille, en épidémio, quand on travaille en recherche, quand on travaille à élaborer des recommandations de prise en charge, on est obligé de regarder un ensemble de situations et ça, quand on regarde les ensembles des situations, c'est vraiment pas comparable. Le bénéfice est extrêmement important. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment une crainte qui est donc, au plan statistique relativement infondée. Donc je Mmh. pense que c'est important de le dire. On a aussi un témoignage, dans le chat de Marc-André qui nous dit que la détransition, existe, mais qu'elle est, tout à fait, exceptionnelle et très faible. Donc ça, c'est aussi, une donnée qu'il faut avoir à l'esprit. On a un bénéfice bien plus important à accompagner les personnes dans le sens, de leur variance de genre que de bloquer les choses par peur d'un regret qui, dans les faits, est quasiment exceptionnel. Par contre, il y a quand même beaucoup de souffrance chez les Mmh. personnes, trans qui ne peuvent pas, être accompagnées correctement. Donc ça, je pense que c'est bien d'être très, très clair, là-dessus parce que malheureusement, ça reste encore une crainte. Alors, hem il y J'aimerais a juste quand même une certaine, prise de distance, de la communauté des personnes concernées par, la transidentité avec la médecine, avec des liens qui sont pas toujours, très, très évidents, hein, parce qu'effectivement, on considère que c'est pas tellement l'affaire des médecins et en particulier pas tellement l'affaire des psychiatres, la question de la transidentité. Hem Donc comment est-ce que, on peut peut-être, réconcilier, l'approche, médicale avec, la communauté des personnes qui ont, un vécu de variance de genre? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont importantes, notamment en termes comme tu le précises, de dépistage de l'autisme ou des choses comme ça. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut justement, Ethan et Guillaume, cheminer vers un partenariat, peut-être plus construit entre médecins et personnes trans que dans les années précédentes. est-ce que je peux prendre la parole juste pour faire la transition entre ce qui a été dit, récemment et justement, la thématique, qui vient d'être ouverte? Dans les
dans mes relations et différentes communications avec les personnes qui étaient en réflexion sur une détransition, la majeure partie, en fait, des personnes qui envisageaient l'idée de faire cette détransition, c'était souvent lié au fait qu'elles étaient souvent extrêmement psychiatrisées et par la médecine. C'est-à-dire: «Non, on vous refuse, la transition» et dans ces cas-là, elles ne pouvaient pas aller au-delà, mais elles avaient déjà commencé d'un point de vue hormonal depuis 3 4 ans, mais on leur refusait l'accès à la chirurgie, ne serait-ce que pour une torsoplastie, simplement parce qu'on leur réclamait à tort et à travers un fameux document qui est le précieux sésame établi par un psychiatre référent qui l'aurait suivi depuis au moins 2 ans dans ce parcours et cetera et cetera. Donc ces personnes-là, en fait, se découragent et au-delà de cela, il y a aussi tout l'aspect administratif qui est extrêmement lourd, très, très lourd, qui peut être décourageant, au niveau de l'état civil, au niveau du travail, cette espèce de no man's land dans lequel on se trouve au moment où on commence à transitionner et où on veut avoir un 2 à la place d'un 1 sur une carte de sécurité sociale et bah, pendant tout ce temps-là, en fait, on n'a plus accès aux soins parce qu'on est ni l'un ni l'autre et la carte est invalidée et on a accès à rien du tout. Moi, si j'avais une demande en fait à faire, une requête à faire auprès de l'État, de l'administration, de la sécurité sociale, des médecins, c'est cet accompagnement justement, administratif pour le faciliter. Hem, Parce qu'en fait, on est découragé et on a envie de transitionner par ras-le-bol, Mmh. plus que par erreur, en fait. Ouais. Ouais, comment, l'accompagnement, la faciliter, ouais, je pense que faciliter, l'accès ne serait-ce qu'à l'information et l'impression d'être entendu, ça, c'est déjà quelque chose qui peut rassurer, qui peut, on va dire, ramener les personnes concernées à en parler avec les professionnels. Je dirais que pendant longtemps, ces parcours était freinée par la médecine, en fait, et que la médecine, elle était, du côté du frein et moins de l'accompagnement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où petit à petit, les recommandations vont dans le sens de l'accompagnement, les parcours de vie vont dans le sens de l'accompagnement. Hem, En fait, aujourd'hui, le but du psychiatre, quand on rencontre des personnes, en situation de violence de genre, c'est de répondre à la souffrance. Et je pense que il faut pas briser ce lien, il faut pas dire qu'il n'y a pas de place pour, le psychiatre ou les psychologues dans ces parcours-là, parce que des personnes sont en grande souffrance, parce que des personnes ont besoin d'être écoutées, d'avoir des conseils pour leur vie, pour mener leur vie, comme il faut. Et donc là, le psychiatre, le psychologue, il a sa place pour essayer de répondre à cette souffrance, de la comprendre, de l'atténuer. Et petit à petit, je dirais que le psychiatre, il sort pas des parcours de transition, mais que sa place change. Elle est plus dans l'autorisation de la délivrance de certificats, ça c'est terminé, mais elle est par contre dans, l'apaisement, de la souffrance que peuvent rencontrer ces personnes. Et elle est d'autant plus évidente que lorsqu'on était ça, pour rejoindre ce que Marc-André, a évoqué dans le chat, on a déjà pas mal de soucis avec l'administratif, parce qu'on procrastine, parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas ancré dans cette société, illogique de je sais pas, je fais référence un petit peu au dessin animé et au parcours d'Obélix, les 12 travaux d'Obélix pour obtenir le fameux document, B numéro truc muche. Bah, c'est exactement ce qu'on vit au quotidien. Alors, si vous rajoutez à cela la thématique de la transidentité et sa complexité et la méconnaissance des services administratifs qui nous disent, à chaque fois: «Il vous faut une décision du tribunal». Non, je viens juste changer mon prénom, j'ai le droit. C'est juste le prénom, j'ai pas parlé de genre. Je veux juste qu'on enlève madame parce que je veux plus qu'on m'appelle madame. Le madame, c'est un terme de genre qui n'existe pas à l'état civil et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc ajoutez tout cela en cumulé, TSA plus transidentité, vous obtenez en fait une bombe à retardement. Donc c'est pour ça qu'il faut d'autant plus accompagner d'un point de vue administratif, au-delà même de la psychologie, parce que ça en fait quelque part c'est consécutif à tout ce vécu, à la complexité du parcours, Mmh. voilà, qu'on n'a pas choisi en fait, en plus. Ah oui. On l'a subi par la naissance. Donc, on veut juste rétablir une vérité quelque part. Donc la vérité est tellement difficile à rétablir que, heu,
à un moment donné, on se décourage. Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas changer mes documents. Donc ça veut dire que je me bats avec chaque employeur pour dire monsieur et utiliser mon prénom d'usage qui n'existe pas sur ma pièce d'identité. Et à chaque fois, faut batailler, quoi. Voilà. La maison qui rend fou, ouais, exactement. Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de ce passionnant webinaire. Je vous remercie sincèrement tous les deux parce que vous nous avez fait partager à la fois vos compétences médicales et scientifiques et à la fois votre expérience. Et ça a donné vraiment un échange qui était très, très riche, que vous pourrez donc tous retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour notre prochain webinaire et vous retrouverez notre programme sur le site internet du Centre d'excellence iMind. Merci Ethan et merci Guillaume. Merci. Merci à vous pour votre accueil. Au revoir. Au revoir, bonne journée.